Je m'appelle Michel Tagère, je suis chercheur dans un laboratoire à Orléans, pas loin d'ici, un laboratoire qui dépend du CNRS et de l'Université d'Orléans, qui s'appelle le LPC2E. Et ça m'arrive de travailler sur ces choses-là, dont on n'a pas d'image. On n'a que des images d'artistes comme celle-là, qui nous permettent d'imaginer à quoi ça peut ressembler, parce que c'est des objets très compacts, tout petits, très très loin, et très durs à observer. Mais néanmoins, on sait de mieux en mieux ce que sont les trous noirs et ce qu'ils font autour d'eux. Ça a une histoire, ça a 100 ans, les trous noirs. Encore que déjà, il y a très longtemps, des gens imaginaient des objets tellement massifs que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper. Et effectivement, c'est ça, un trou noir. C'est comme si, nous, déjà, on ne peut pas s'échapper de la Terre à moins d'avoir des fusées. Eh bien, la lumière ne peut pas s'échapper des trous noirs. Alors évidemment, la réalité, la physique est beaucoup plus compliquée que ça. Et c'est Einstein qui a trouvé en 1915-1916 la relativité générale et qui a dit à l'époque, c'est des équations tellement compliquées qu'il n'y aura jamais de solution. Et ben, en 1916, il y a M. Schwarzschild qui a trouvé une solution. Il a trouvé une solution exacte des équations d'Einstein, mais c'était une solution tellement bizarre que les gens ont eu du mal à y croire. C'était une solution, on sait maintenant que c'est la description d'un trou noir, la bonne description, sauf que ça ne correspond qu'à un trou noir qui ne tourne absolument pas sur lui-même. Or, tous les objets dans le ciel, la Terre, nous, on tourne. Et donc, cette solution n'existait que pour quelque chose qui ne tourne pas. Donc, les gens disaient, et puis ça faisait de l'infini quelque part. Les gens disaient, c'est que la théorie n'est pas bonne. Il doit y avoir des erreurs. Einstein s'est trompé. Et puis, donc, les gens ont travaillé. Et en 1963, se sont passées deux choses. La première, c'est qu'il y a un mathématicien de Nouvelle-Zélande qui s'appelait Roy Kerr, qui a trouvé, j'allais dire presque par hasard, non, mais lui-même n'a pas su ce que c'était quand il a trouvé ça. Il a trouvé une nouvelle solution des équations qui généralise la solution de Schwarzschild. Et donc, cette histoire du fait que ça ne marchait que pour quelque chose qui ne tourne pas sur lui-même, donc qui était très artificiel, là maintenant, la solution de Kerr marche quelle que soit la rotation du corps sur lui-même. Donc c'est plus du tout une solution isolée comme ça, un peu bizarre, ça devient une famille de solutions qui devient beaucoup plus réaliste. Et puis la même année, M. Schmidt a identifié une famille d'objets, donc le premier de ce qu'on appelle les quasars, dont on sait maintenant, et on a su à l'époque, c'était la seule hypothèse qui tenait, c'est des objets qui sont très très lointains et qui sont tellement lumineux, ils crachent une quantité d'énergie tellement colossale que la seule explication, c'est que c'était un trou noir. Donc voilà, la même année, il y a eu la rencontre un peu entre la théorie et l'observation, et là, les travaux ont commencé à se développer à très grande vitesse. Alors à l'époque, en français, on disait les astroclus. Oclus, c'est une occlusion, vous savez, quelque chose qui se referme sur lui-même. Hein, c'est un mot que j'aimais bien, un nom que j'aimais bien. Et puis, c'est un peu pour ridiculiser la théorie que les gens ont appelé ça un trou noir en disant ça n'existe pas. Et finalement, ça existe. Donc, on a adopté le mot trou noir. Qu'est-ce que c'est? Donc, comme je disais, c'est un objet qui est tellement massif que la lumière ne peut pas s'en échapper. Donc, on ne verra jamais de lumière venir d'un trou noir. Encore que. Et la théorie d'Einstein nous explique ça par le fait que tout corps qui a une masse déforme l'espace autour de lui. Un peu comme si on était sur une membrane en caoutchouc, les ballons là, qui circulent, et avec une bille posée sur une membrane, ça déforme la membrane. Et donc les objets qui vont se déplacer sur la surface de la membrane, leur trajectoire va être déformée. L'univers, l'espace est courbé par la présence de masse, et il arrive que cette courbure soit tellement forte que la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors, on connaît deux types, et probablement maintenant un troisième type de trous noirs, des petits et des gros. Les petits ils font quelquefois la masse du Soleil. C'est déjà des petits, hein. Quelquefois la masse du Soleil, et c'est les résultats de l'explosion d'une étoile à la fin de sa vie. On sait décrire maintenant la vie des étoiles de manière très complète,
Alors on sait par exemple que le Soleil, lui, à la fin de sa vie, il ne va pas exploser. Vous avez le temps, c'est dans 5 milliards d'années. Donc vous avez le temps d'avoir des enfants, des enfants, des enfants. Hein. Mais donc ça ne va pas nous tomber dessus. Mais dans 5 milliards d'années, le Soleil va se fatiguer, il va commencer à enfler, il va avaler la Terre probablement. Et puis il va rapetisser, devenir ce qu'on appelle une naine blanche, une étoile en fin de vie, autour de laquelle il ne se passe plus grand-chose. Si une étoile qui est quelques fois plus grosse que le Soleil, elle va évoluer beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, elle va, à la fin de sa vie, exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. C'est des explosions, c'est très massif, c'est très brillant comme phénomène, très lumineux et très soudain. Et le résultat d'une supernova, c'est 2 types d'objets. Si l'étoile initiale n'était pas trop grosse, quelquefois la masse du Soleil, ça va donner ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, ça a une masse typiquement de 1,4 fois la masse du Soleil. Donc c'est déjà gros quand même. Hein. Et c'est compacté dans un rayon d'environ 10 km. Ça veut dire que la densité, je crois que c'est des dizaines de milliers de tonnes par centimètre cube. Je me trompe peut-être d'un 0 ou 2, hein, mais on n'en est pas là. C'est une densité colossale qui est la densité en fait au cœur des noyaux nucléaires, des noyaux d'atomes. Et donc c'est des étoiles sur lesquelles se passent beaucoup de choses très, très intéressantes. Et si l'étoile initiale était encore plus grosse, à ce moment-là, l'explosion ne s'est pas arrêtée à former juste un cœur de 10 km de rayon, elle a formé un trou noir. Et ce trou noir, alors là je donne l'échelle, hein, ce qui était environ 10 km pour une étoile à neutrons, si c'était un trou noir de la même masse, l'horizon, l'endroit d'où la lumière ne peut plus s'échapper, serait 4 km au lieu de 10. Donc c'est un objet tellement compact, tellement massif, qu'il a creusé l'espace. Creuser, c'est une image fausse, évidemment, hein, mais il a courbé l'espace autour de lui, de telle façon que la lumière ne peut pas s'en échapper. Et que, du coup, tout ce qui va tomber dedans sera perdu pour nous. On ne pourra plus jamais l'observer. Avec des phénomènes très, très paradoxaux. Par exemple, si je prends ma sœur préférée et que je lui donne un grand coup de pied et que je l'envoie vers un trou noir, elle va hurler. Hein, il va lui arriver des tas de choses très désagréables, mais elle ne va pas se rendre compte, pour elle, cet horizon des événements, l'endroit d'où plus rien ne peut s'échapper, elle va le traverser sans s'en rendre compte. Elle aura mal, elle va être étirée dans tous les sens, mais pour elle, c'est rien de particulier. Par contre, pour nous, on ne la verra jamais traverser cet horizon. Parce que plus elle va s'approcher de cet horizon, plus la lumière et donc les signaux qu'elle peut nous envoyer auront du mal à sortir. Ils vont mettre finalement un temps infini pour sortir. Quand elle arrivera à cet endroit-là, le dernier cri qu'elle va nous envoyer va mettre un temps infini à nous arriver. Et donc on ne la verra jamais tomber dans le trou noir. On la verra tomber vers le trou noir alors qu'elle sera déjà tombée depuis longtemps. Il y a des phénomènes comme ça très étranges, mais c'est la réalité. On le sait de plus en plus. Donc alors, je vous ai dit, première famille de trous noirs, c'est ceux qui sont issus de l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et il y a eu en 1987 une relativement proche de nous, la supernova de 1987A, c'était la première observée en 87, dont on voit ici, quelques années plus tard, un anneau de lumière et d'énergie qui est émis, qui s'échappe de cette explosion initiale. Et probablement, d'après ce qu'on en sait, ça va donner une étoile à neutrons. On n'est pas encore certain que ça ne va pas donner un trou noir. Et il faut attendre encore quelques années avant de pouvoir l'observer, parce qu'il y a encore un nuage de beaucoup de gaz autour et beaucoup de choses qui absorbent la lumière. Deuxième famille de trous noirs, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. C'est ceux qui sont au cœur de toutes les galaxies. On sait maintenant que toutes les galaxies, en leur cœur, ont un trou noir énorme, supermassif. Par exemple, la nôtre, comment s'appelle notre galaxie? La Voie lactée, voilà. Donc le Soleil est une étoile parmi d'autres hein, dans la Voie lactée. Notre galaxie, au cœur de la galaxie, il y a un trou noir qui fait à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Je vous en montrerai des illustrations tout à l'heure. Centaurus A, c'est le premier noyau de galaxie très actif, le plus proche de nous. Et là, le trou noir, il fait environ 1 milliard de fois la masse du Soleil.
hein, donc c'est colossal. On voit ici, ça donne une idée de ce qui se passe, on le reverra tout à l'heure. Ce qui est en noir et blanc, c'est une image optique, hein, c'est la lumière visible émise par cette galaxie. Vous voyez, c'est une grosse boule de gaz, enfin de gaz et surtout d'étoiles, évidemment, énorme. Et puis en couleur, on voit la lumière infrarouge émise parce qu'elle vient d'avaler une autre galaxie qui est en train de tomber vers le trou noir central. Et puis ce qu'on voit en contour, là, c'est un jet observé en radio. C'est l'émission de gaz très énergétique de part et d'autre du trou noir central. C'est les phénomènes qu'on essaye d'observer, de comprendre actuellement. Alors, quand deux trous noirs se tournent l'un autour de l'autre, comme la Terre tourne autour du Soleil ou la Lune autour de la Terre, comme c'est des objets très massifs, ils émettent la perturbation qu'ils créent dans l'univers, dans l'espace autour d'eux, crée ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Hein, je vais remettre le film. Vous voyez que en tournant l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles. Je vais expliquer un peu plus tard. Et en faisant ça, ils perdent de l'énergie. Et donc finalement, ils se rapprochent de plus en plus jusqu'au moment où ils vont fusionner. Et à ce moment-là, plus rien, il n'y a plus la dissymétrie, donc il n'y a plus d'émission de ces ondes. C'est un phénomène donc, qui était prévu par la théorie d'Einstein. Et la grande révolution depuis 3 ans, c'est qu'on observe ces choses-là. Ces choses-là, donc, c'est une perturbation de la structure de l'espace. Hein. Donc, encore une fois, si on était sur une membrane, vous voyez cette perturbation qui part en spirale autour des deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Et pour voir ça, alors, on a créé des instruments. Pour le moment, il y en a 2 à peu près identiques hein, aux États-Unis, et puis il y en a un franco-italien qui est en Italie, qui s'appelle Virgo. L'américain s'appelle LIGO. C'est des structures dans lesquelles on a des faisceaux laser qui partent comme ça à 90 degrés l'un de l'autre sur des kilomètres et qui font des tas d'allers-retours. Et on passe son temps à comparer le faisceau quand il revient de cette direction-là et celui qui revient de cette direction-là. Et quand une onde gravitationnelle est passée à proximité, est passée dans notre région, donc elle a déformé l'espace, par exemple, dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, ça indique la direction d'où vient cette onde gravitationnelle. Le trajet qu'a fait le faisceau laser en faisant plein d'allers-retours dans chaque sens, ce trajet a dévié, a augmenté ou diminué de quelque chose qui est infiniment petit. C'est à peu près, je crois, de l'ordre du millième de la taille d'un noyau atomique. Pour ceux qui savent, qui ont fait des études de physique, qui savent ce que c'est inimaginable. Moi, je ne pensais pas que ces gens-là arriveraient à faire quoi que ce soit un jour. Hein. Donc, ils ont fait ces instruments, ils les ont perfectionnés, et puis il y a 3 ans, voilà ce qu'ils ont vu et entendu, et c'était fou. C'était fou. Alors, je vais vous décrire ce que c'est. Hanford et Livingstone, c'est les 2 instruments américains hein, qui ont observé la même chose en même temps. Donc, ça veut bien dire que c'est un vrai signal, ce n'est pas du bruit. Hein. Et ce qu'on voit ici, c'est en fonction du temps, à un certain moment, apparaître un signal, et ça, c'est la fréquence. C'est comme la hauteur du son qu'on émettrait. Hein. Je vais vous le traduire en son tout à l'heure. Et donc, on voit que la fréquence du son augmente, la fréquence de la perturbation augmente. Ça veut dire que donc, c'est la structure de l'univers qui vibre à cette fréquence, et à une fréquence qui est de plus en plus élevée parce que les 2 trous noirs tournent l'un autour de l'autre de plus en plus vite. OK ? Ça, on l'observe. On l'observe et donc vous voyez de la même façon avec les 2 instruments. Et quand on fait un modèle, on essaye de coller ça avec ce que donnerait la fusion de 2 trous noirs suivant leur masse, leur distance, leur inclinaison, etc. On arrive à faire quelque chose qui est la courbe en noir ici, qui reproduit pas trop mal le signal observé. Et donc voilà, c'était la première détection de ce phénomène-là. Et donc là, vous allez le voir traduit en son, c'est-à-dire que ces vibrations de l'espace ont été traduites en vibrations de la pression dans l'air, donc en ondes sonores, qu'on va pouvoir entendre. Alors, est-ce qu'on entend? Non.
n'y a pas de son. Il y avait le son tout à l'heure. On va vérifier. Non. Ah, c'est dommage. Bon, on va revenir en arrière. J'essaye. S'il n'y a pas de son pour ce qui vient d'un trou noir, c'est quand même... ce qui est un problème de physique intéressant d'ailleurs par ailleurs, mais là ça n'a rien à voir. Le son, voilà. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc vous êtes obligé de me croire sur parole. Vous voyez, donc là c'est une illustration des deux trous noirs qui se rapprochent. Et là en fait, c'était même plus des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. Je vais essayer de reprendre le fil dans le bon sens. Alors, je reviens. Donc, on va avoir deux fois un film, en fait. Là, c'est quand il y a deux trous noirs qui fusionnent. Non, c'est... Ah, décidément. Voilà. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas entendre. Hein, ça vient du Mac. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez entendu un espèce de plop à la fin, ouais. Ah, là, on entend mieux. Et là... Bon. Ce qui est important à suivre, c'est que depuis ces deux premières observations de fusion de trous noirs, en fait, a été observée une fusion d'étoiles à neutrons. Hein, les sources initiales étaient deux étoiles à neutrons, c'est déjà des objets très compacts qui ont fusionné, qui produisent à peu près la même chose, qui produisent des ondes gravitationnelles, plus faibles évidemment, mais qui produisent des ondes gravitationnelles. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le produit de cette fusion est encore une étoile à neutrons. Ce n'est pas un trou noir. La grosse différence, c'est pratiquement la même chose, sauf que la grosse différence, c'est que là, le signal peut sortir. Le signe du signal, sous toutes les formes de lumière qu'on peut imaginer, peut sortir parce que ce n'est pas un trou noir, le produit final. Et donc, en une observation, et là, il va y en avoir des dizaines bientôt quand ils vont relancer les instruments, en une observation, cette fusion d'étoiles à neutrons, elle a prouvé un nombre de choses colossales. Un nombre de prédictions qu'on pouvait avoir et qui sont maintenant, qu'on peut considérer comme prouvées. Par exemple, là, on voit, en fonction de la masse des objets, on voit les trous noirs connus, hein, de masse de quelques fois la masse du Soleil, ceux qu'on peut observer en train de fusionner. Et on voit, là, c'est une paire de trous noirs qui ont fusionné pour en faire un autre. On voit la masse initiale de ces deux trous noirs, donc un qui faisait une quarantaine, ou 35 à peu près, et l'autre une vingtaine. Et ils ont produit un trou noir d'une cinquantaine de fois la masse du Soleil. Là, on voit une autre paire qui a fait un autre trou noir. Et là, par contre, pour des masses en dessous de deux masses solaires, on a observé une seule pour le moment, mais on a formé probablement une étoile à neutrons. Ça prouve ce dont on avait déjà un certain nombre d'indices, qu'une étoile à neutrons ne peut exister que jusqu'à à peu près deux masses solaires, deux fois la masse du Soleil. Un trou noir ne peut exister qu'à partir de à peu près trois fois la masse du Soleil. Où se trouve la frontière exactement, on ne sait pas bien, mais on va le savoir de mieux en mieux. Et donc, la preuve que cette lumière n'est pas piégée, là, on va la voir avec la comparaison entre le signal de l'instrument qui détecte les ondes gravitationnelles et puis d'un satellite américain qui détecte les rayons gamma, qui sont les rayons lumineux les plus énergétiques, bien plus énergétiques que les rayons X, qu'on peut observer. Et donc, voilà, le signal d'ondes gravitationnelles, vous voyez la fréquence qui augmente, hein, et puis, un moment après, pof, un sursaut en rayons gamma. Et donc ça nous a prouvé à la fois donc, que des rayons gamma peuvent sortir, donc que ce n'est pas un trou noir, et ça prouve aussi, alors c'est observé aussi, c'est interprété comme la fusion d'étoiles à neutrons à 130 millions d'années-lumière de nous, c'est pas tout près, hein. Et avec ça, on a pu observer, quelques temps après, dans toutes les longueurs d'onde, à toutes les couleurs, toutes les fréquences qu'on peut imaginer, depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes radio, hein, en passant par la lumière visible, l'infrarouge, etc. Et donc ça confirme une théorie qu'on appelait les kilonovas. C'est comme une supernova, mais en plus petit, fusion d'étoiles à neutrons. Ça confirme que c'est la source de ces phénomènes qu'on observait qui s'appelaient les sursauts gamma.
Ça confirme cette limite de masse entre les étoiles à neutrons et les trous noirs. Ça confirme ce qu'on suspectait, que l'or qui est sur Terre, l'or et puis pas mal d'autres métaux, sont produits dans ces événements-là. Là, dans une fusion d'étoiles à neutrons, il y a eu plusieurs fois la masse de la Terre en or qui ont été produits. Si on peut y aller, ça sera bien. Mais non, la valeur de l'or va baisser. Mais voilà, tout ça est confirmé en un événement, et c'est fantastique. Bon, puis après ça, il y a les trous noirs supermassifs. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une illustration de Centaurus A, qui est encore une fois une galaxie elliptique assez proche de nous, qui a un trou noir très actif au milieu. Et là, cette image montre comment on l'observe dans différents types de lumière. Il y a en lumière visible, avec un télescope comme celui qu'il y a là-haut, où on voit ce que je vous montrais tout à l'heure, une grosse boule d'étoiles, et puis des bandes de poussière. En fait, c'est la poussière de l'autre galaxie qu'elle est en train d'avaler, qui sont ici. Quand on regarde en rayon X, on voit, venant de la région centrale, on voit un jet de lumière qui est émis en rayon X. Donc, c'est un jet de particules très énergétique. Quand on regarde en ondes radio, avec un radiotélescope, on voit une autre illustration de ce jet, puis on voit comment, dans l'espace entre les galaxies, il perd de son énergie. Puis quand on regarde à d'autres longueurs d'onde en radio, c'est comme en d'autres couleurs, on voit des phénomènes complémentaires. Et quand je montre ça à des jeunes, je leur dis, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, quand il te voit rentrer, il te regarde, il t'écoute, il te palpe, il prend ta température, il te demande des analyses de sang, il te fait faire une radio, un scanner, etc. Et il faut tout ça pour savoir de quoi tu es malade. Là, il nous faut tout ça pour comprendre ce qui se passe dans cette galaxie, pour comprendre par exemple qu'elle est en train d'en avaler une autre, et pour comprendre que ce jet qui est émis ici, qu'on voit là aussi, ce jet, c'est ce que recrache le trou noir qui est au centre. C'est la matière qui n'arrive pas à avaler, parce que ça vient trop brutalement, dans des phénomènes qu'on ne sait pas encore bien expliquer, mais qui occupent pas mal de gens. Et on sait maintenant donc que les trous noirs comme ça, il y en a dans toutes les galaxies, y compris dans la nôtre, que la nôtre a eu des phases d'activité comme celle-là. En ce moment, il est particulièrement calme, notre trou noir, mais il a été plus actif il y a quelque temps. Et donc là, je vous montre, c'est une image en radioastronomie de cette région centrale de notre galaxie. Alors, la région centrale, ça veut dire que ici, ça fait à peu près 1 millier d'années-lumière. Le trou noir. Et alors que nous, on est à 30 000 années-lumière du centre, à peu près. Donc là, on est à 1000 années-lumière, nous, on est à 30 000. Et ce qu'on voit ici, c'est un disque de gaz et d'étoiles. Le trou noir est ici, mais on n'arrive pas à voir, évidemment, tout ce qui se passe autour de lui. Et puis, il y a un nombre de phénomènes qui se passent autour, qui vont nous renseigner sur l'ensemble de cette dynamique. Comment, à l'échelle de la galaxie, il y a un écoulement du gaz et de matière qui sont ensuite entraînés vers le trou noir. Cette image, c'est un arbre de Noël pour astronomes, parce qu'on voit un nombre de choses fantastiques là-dedans. Et puis, alors, ce trou noir central, il se manifeste quand même de temps en temps. Il fait des éruptions. Et une explication possible, qui est ma préférée en tout cas, c'est que c'est des moments où il avale une comète. À peu près une fois par jour, il avale une comète, en moyenne, une comète venant des étoiles qui sont autour. Et alors maintenant, j'ai une autre image. Ça, pour moi, ça date d'il y a 25 ans, et c'était vraiment un grand pas, cette image-là, quand je l'ai vue. Et puis maintenant, là, c'est tout récent. Il y a un nouveau radiotélescope qui rentre en service dans l'hémisphère sud. Donc là, c'est la partie qui est en Afrique du Sud de ce radiotélescope. Vous voyez comment, en 25 ans, les images ont progressé. Et en plus, là, c'est l'image en basse résolution. En haute résolution, on voit encore plus de détails. Vous voyez un nombre de phénomènes. Vous voyez ces filaments qui sont très intéressants pour comprendre ce qui se passe dans toute cette région. Donc voilà, ces éruptions, vous voyez que là, c'est la lumière émise par une étoile, pas très loin du trou noir, et puis le trou noir lui-même, tout d'un coup, là, sur quelques heures ou quelques dizaines de minutes, il se met à être un peu plus brillant. Mais un peu plus brillant, ça veut dire qu'il est quand même encore à 1 100 millième de ce que pourrait être un trou noir de sa taille. Il est vraiment très peu actif en ce moment, simplement parce qu'il est dans une région où il n'y a pas de gaz à avaler. Donc, il ne fait rien. Mais en 2018,
on va avoir, ou on commence à avoir, des résultats de au moins 2 instruments nouveaux, dont l'objectif principal est de regarder ce qui se passe autour de ce trou noir, qui est quand même le trou noir supermassif le plus proche de nous. Il y en a un qui consiste, un de ces instruments, consiste à combiner les signaux de radiotélescopes qui sont à travers le monde. En combinant ces signaux, c'est comme si on avait un radiotélescope énorme qui fait toute cette surface. Et à ce moment-là, on peut voir des détails à l'échelle de l'horizon de ce trou noir. Donc à une échelle toute petite, en combinant ces images. Et donc ça, c'est en cours. Ils sont en train d'analyser, de traiter les signaux qu'ils ont reçus avec ces radiotélescopes à travers le monde. Il y en a un qui est au pôle sud et donc il faut du temps pour récupérer les données. Il faut qu'il y ait des gens qui reviennent. Il n'y a pas de réseau là-bas. Et puis il y a un autre instrument qui est européen, qui est installé à l'Observatoire austral, qui est au Chili. C'est un observatoire qui appartient à l'Europe et au Chili, qui est fait de ces 4 grands télescopes. Là-haut, pour ceux qui sont montés, c'est un télescope de 60 cm de diamètre, la taille du miroir, on a expliqué ça. Là, chacun de ces télescopes fait 8 mètres de diamètre. Donc mis ensemble, ils sont comme un télescope de 16 mètres au total de diamètre. Et il y a 3 plus petits télescopes dont on combine la lumière, aussi le signal, avec ces autres pour faire ce qu'on appelle un interféromètre. Et ça permet d'avoir une précision, une résolution angulaire, c'est la capacité à distinguer des détails tout petits, qui est inimaginable. Et donc en particulier, là, vous voyez une image du champ tout autour du trou noir central, et on peut, avec ce type d'instrument, suivre individuellement chacune des étoiles qui tournent autour et suivre leur orbite et donc vérifier que c'est bien un trou noir. Il n'y a encore pas longtemps, il y avait des gens qui avaient d'autres hypothèses qui disaient, on savait qu'il y avait 4 millions de fois la masse du Soleil dans cette région-là. Il y a des gens qui disaient ça peut être autre chose, ça peut être des idées un peu exotiques. Mais maintenant, de plus en plus, on est convaincu que c'est un trou noir, c'est bien un trou noir. Et la dernière preuve vient d'arriver, là ça date d'il y a quelques semaines, 15 jours je crois. C'est avec cet instrument Gravity dont je parlais. On observe une de ces étoiles qui tourne autour du trou noir central. Elle est quand même à 20 milliards de kilomètres. C'est pas tout près, c'est plus que la taille du système solaire. Et donc, quand on observe la lumière émise par cette étoile, on voit que cette lumière rougit, un peu comme Mars est rouge, mais là c'est autre chose. Mars, sa surface est rouge, donc c'est la planète rouge. Là, la lumière rougit parce que la lumière, quand l'étoile est tout près du trou noir, la lumière commence déjà à avoir du mal à sortir. Et donc, elle perd un peu de son énergie en sortant. Si l'étoile passait tout près ici, là, la lumière ne sortirait plus du tout. Mais à cette distance, le phénomène est déjà suffisamment marqué pour qu'il puisse être observé. Et donc, ça confirme, ça tombe exactement avec tous les calculs, ça confirme une fois de plus la relativité d'Einstein. Alors, je reviens brièvement sur les trous noirs de masse stellaire, qui sont plus faciles à observer parce qu'ils sont plus proches de nous. Le premier a été observé en 1971 avec un télescope à rayon X. Et il avait une masse de l'ordre de 6 fois la masse du Soleil. Et la théorie disait qu'une étoile, comme je disais tout à l'heure, une étoile de neutrons ne peut pas avoir plus de 2 fois la masse du Soleil. Donc on a commencé à penser que ça pouvait être un trou noir. Et les gens ont commencé à parler de candidats trous noirs. Il y a eu notamment un télescope à rayon gamma français sur un satellite russe qui s'appelait Sigma, qui a fait des observations très très riches. Et donc petit à petit, dans ma durée de vie, j'ai vu se faire ce qu'on appelle le consensus scientifique. C'est comme ça que progresse la science. Il y avait des gens qui déjà disaient c'est des trous noirs, ça ne peut pas être autre chose. Il y avait des gens sceptiques, et puis il y avait des gens qui cherchaient des théories autres pour expliquer ça. Et petit à petit, toutes les solutions exotiques ont été éliminées. Donc de plus en plus, on ne parle plus de candidats trous noirs, on parle de trous noirs. On accepte le fait que c'est des trous noirs. Et voilà. Et il y en a, on pense, quelques millions dans notre galaxie. Autour de ces trous noirs, quand on peut les observer, c'est qu'ils sont en train d'avaler de la matière, parce que le trou noir lui-même, on ne verrait pas. Donc c'est de la matière qui est en train de tomber vers le trou noir, qu'on observe, qui chauffe, et c'est son émission lumineuse, ou radio, ou autre, qu'on peut observer. Alors cette matière, elle forme un disque.
ce qui est un phénomène très fréquent en astrophysique. Il y a beaucoup d'objets qui sont sous forme de disques. Par exemple, il y a les galaxies. Là c'est une image d'une galaxie spirale. Hein. Cette galaxie, si on la voyait par la tranche, elle serait comme ça. Ça, c'est une vraie image aussi d'une autre galaxie. Hein. On voit que c'est quelque chose de très fin. Voilà d'autres illustrations de galaxies. Voilà ce que pourrait être la Voie lactée. Hein. Et le Soleil est une étoile parmi 200 milliards à peu près dans la Voie lactée. D'autres disques, il y en a. Par exemple, on sait que les planètes autour du Soleil sont toutes dans un même plan, qu'on appelle le plan de l'écliptique. On les voit, pour ceux qui les voient, regardent dans le ciel, on les voit toutes à peu près sur un même arc, hein, qui est ce plan. La raison, hein, on le pensait depuis Laplace, hein, c'est pas jeune. Mais maintenant, on en a la preuve, on en voit directement, c'est que les planètes se sont formées dans des disques autour de l'étoile. Hein, quand le Soleil était tout jeune, et là, c'est une nouvelle étoile en formation, on voit un disque de matière autour, et les sillons qu'on voit là, c'est les sillons tracés par des nouvelles planètes en train de se former. On voit un disque comme ça vu par la tranche. Là, de nouveau, vous voyez, par la tranche, on masque l'objet central, et on voit un compagnon ici, et on voit tout ce qui se passe là-dedans. On voit des comètes qui tombent vers l'étoile, on voit plein de choses. Donc, formation d'un disque, idem avec celui-là hein, que tout le monde ou presque connaît, qui est les anneaux de Saturne. Alors, pourquoi ils se forment des disques? C'est parce que la matière qui est en train de tomber, donc là, c'est la sonde Cassini qui est en train de passer dans le plan des anneaux de Saturne. On voit que c'est vraiment un plan très fin. Alors, pourquoi se forme un disque? C'est un phénomène autour de tous ces objets, autour des étoiles, des planètes, des trous noirs. C'est que la matière qui est en train de tomber dedans, elle a une certaine quantité de rotation. Et donc, plus elle tombe et plus elle tourne vite. Et à un moment, la force centrifuge l'empêche de tomber. Et donc, ça l'empêche de tomber dans la direction où elle tourne. Et par contre, elle peut s'effondrer dans ce sens-là. C'est comme ça que se forme un disque, que se forment tous ces disques qu'on peut observer. Et ensuite, la matière, pour tomber, elle doit faire ce qu'on appelle l'acte pour s'accréter sur l'objet central, tomber dessus. Il faut qu'elle se débarrasse de sa rotation. Ce qui se passe, c'est que le gaz tourne dans le disque autour de l'objet central à une vitesse, c'est que Mars tourne plus lentement que la Terre autour du Soleil. Là, le gaz ici tourne plus lentement que le gaz qui est là. S'il veut se débarrasser de sa quantité de rotation, il peut la transférer au gaz qui est à l'extérieur. Et pour ça, il faut qu'il y ait des frottements, que ça soit visqueux un peu. Et on a beaucoup de mal à expliquer ça. Je vais passer les détails, mais on explique ça par de la turbulence. Ce gaz doit être turbulent comme l'eau dans un robinet. Et cette turbulence s'accompagne souvent de jets, comme le jet que je montrais tout à l'heure de Centaurus A, ou autour des étoiles jeunes aussi. On observe ce type de jet. Là, donc, vous voyez, c'est un noyau actif de galaxie, un énorme trou noir, observé à différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire comme à différentes couleurs en ondes radio. Et on a accès à des régions. Chaque image, comme ça, c'est un zoom sur le cœur de l'image précédente. Hein. Et on observe ce jet tel qu'il est émis depuis les environs immédiats du trou noir. Ou bien on observe aussi à très très grande échelle. Là, ce que vous voyez ici, c'est une image optique avec un télescope optique normal d'un amas de galaxies. Chaque tache floue là-dedans, c'est une galaxie, quelques centaines de milliards d'étoiles. On savait que dans cet amas, les galaxies sont souvent en amas, on savait que dans cet amas, il y en avait une dont le trou noir central était très actif en ce moment, émet beaucoup d'ondes radio. Quand on l'observe en radio, on voit maintenant cet objet qu'on ne verrait pas du tout en lumière visible. Hein, c'est ce jet de gaz qui est émis de part et d'autre du trou noir central sur des centaines de milliers d'années-lumière. Donc tout ça, c'est les mécanismes complémentaires qui se passent autour de ces trous noirs quand ils avalent la matière autour d'eux. Alors, moi j'ai travaillé avec quelques collaborateurs, dont Héloïse Méheux, pour ceux qui connaissent Planète Science, sur un de ces mécanismes qui permet de faire des ondes spirales dans le disque. Ça, c'est une simulation sur ordinateur. Ça, c'est une mouche qui n'a rien à voir. Et vous voyez que ce disque tourne autour du trou noir.
Et puis, spontanément, se forme là-dedans une structure spirale, comme dans les galaxies. Et cette structure spirale permet de faire tomber le gaz vers le trou noir central. Et bien, accessoirement, vous voyez, ça va tourner de plus en plus lentement, de plus en plus lentement, de plus en plus lentement. Et donc, quand ça aura fini, ça tourne très lentement aujourd'hui. Quand ça sera fini, eh ben, vous serez hypnotisé, puis vous allez croire tout ce que je vous raconte ensuite. Surtout quand ça s'arrête, en fait, on a l'impression que c'est bon rêve. Alors ça, donc, c'est de la théorie. Est-ce qu'on peut, je mets ça pour un peu illustrer ce que sont les recherches autour de ces systèmes. Donc, est-ce qu'on peut l'observer ça? Eh ben, je pense que oui. Dans ce qu'on appelle les binaires X, c'est un système d'étoiles doubles. Beaucoup d'étoiles sont dans un système double. Il y a deux étoiles tournant l'une autour de l'autre. Si Jupiter était un peu plus massive qu'elle ne l'est, ça serait une étoile. On serait dans un système double. Et puis, dans ces systèmes, s'il y a une étoile qui a explosé pour faire un trou noir, un de ces trous noirs de masse stellaire dont je parlais, il avale, il attire la matière de son compagnon, de la deuxième étoile, et on voit cette matière tomber vers le trou noir, former un disque comme ce que je vous ai indiqué, former un jet. On voit des tas de phénomènes qui se passent à ce moment-là. Et c'est des phénomènes assez fascinants parce que ça se passe à quelques dizaines ou centaines de kilomètres autour du trou noir. Ça tourne à une centaine de tours par seconde. C'est-à-dire qu'un tour de l'objet central, une année, ça dure 1/100 de seconde. Le gaz dans le disque, il est à quelques millions de degrés, la couronne à des milliards de degrés. Et ces phénomènes-là sont extrêmement variables. Alors ici, par exemple, on voit cet objet-là. Donc c'est un trou noir qui fait 14 fois la masse du Soleil. On en connaît pas mal les propriétés. Et on voit des images prises en radio à différents moments, à quelques jours d'intervalle, en 1994. Ce qu'on voit, c'est deux masses de gaz qui ont été éjectées, suivant l'axe d'un jet. Deux masses de gaz qui ont été éjectées disons, le premier jour-là, qui était le 18 mars. Puis là, c'est le 27 mars, le 3 avril. On voit que ces masses de gaz s'éloignent l'une de l'autre. Celle-là est plus brillante que celle-là, parce que c'est celle qui se rapproche de nous. Donc, on peut reconstruire les trajectoires, comprendre ce qui se passe. On peut comprendre aussi, accessoirement, que chacune de ces masses de gaz, c'est à peu près la masse d'une montagne qui est éjectée à 30% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à peu près 100 000 km par seconde. Et c'est en moyenne une fois tous les ans, cet objet-là, il fait ça, il crache la masse d'une montagne à 100 000 km par seconde. Ça l'amuse. Et ce qui fait plus fréquemment... Non, ce n'était pas la masse d'une montagne, c'était la masse de la Lune. Et là, plus fréquemment, ce qu'il fait, c'est la masse d'une montagne. Là, alors, précédemment, excusez-moi, je vais trop vite, c'était la masse de la Lune à 270 000 km par seconde, 90% de la vitesse de la lumière. Et là, donc, plus fréquemment, donc il fait ça avec des cycles. Quand ça le prend, il fait des cycles maniaques, toutes les 30 minutes. Il fait un cycle comme ça, dont on voit que ça se reproduit d'une fois sur l'autre. Des cycles qui durent une trentaine de minutes. Et à chacun de ces cycles, c'est la masse d'une montagne à 30 000 km, à 100 000 km par seconde. Toutes les 30 minutes, une grosse éjection qu'on observe à différentes longueurs d'onde. Et donc, on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, en combinant les informations obtenues à différentes longueurs d'onde, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux l'interpréter. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que dans ces phases, là, ici, la lumière qu'on observe, qui est en rayon X, parce que le gaz est très chaud, elle fluctue très vite, à des fréquences de quelques fois par seconde, quelques hertz. Quand on regarde, on voit à cette fréquence-là, il y a un pic de fluctuation. Alors quand on le trace ici c'est le temps, donc sur une trentaine de minutes, on voit, là c'est la fréquence, et on voit que la fréquence du signal, elle commence par baisser, puis elle réaugmente d'une manière très caractéristique. Ça se reproduit toutes les 30 minutes à peu près, et quand ce signal-là s'arrête, c'est là qu'il y a une éjection. Donc ça nous dit que c'est ce qui se passe, ça nous informe sur ce qui se passe au plus près du trou noir. C'est vraiment le mécanisme majeur, massif qui se passe pour affecter autant, faire varier autant les rayons X qu'émet la source. Alors là, je vous l'ai mise. Moi, j'appelle ça le dernier cri du gaz, parce que c'est vraiment le dernier signal que nous envoie le gaz avant de disparaître vers le trou noir. Après, on ne pourra plus rien entendre. Alors,
Là, je l'ai traduit. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous pourrez entendre. Non, de nouveau. Ah. Je vais le remettre. Non. Vous voyez la fréquence qui diminue et puis qui réaugmente. Hein, c'est très caractéristique. Et donc ça, c'est un renseignement, il faut l'interpréter. On a une interprétation qui marche plus ou moins bien, mais voilà, qui traduit ça par des ondes spirales dans le disque autour du trou noir. Et puis je vais terminer avec ça, qui est une simulation sur ordinateur, où on voit si dans le disque autour du trou noir se forme une onde spirale comme dans les galaxies, hein, qui ici, dans notre interprétation, est due au champ magnétique. Suivant que le disque, on l'observe plus ou moins incliné, il y a des phénomènes dus à la relativité générale, dus à la courbure de l'espace, qui font que, vous voyez, quand le point chaud qui est ici, quand il est derrière le trou noir et qu'on voit le disque presque par la tranche, la lumière ici, elle passe par-dessus le trou noir avant d'arriver vers nous, hein, elle fait ça, et dans le même temps, elle est amplifiée. Et donc ça prédit le signal tel qu'on pourrait l'observer, suivant le degré d'inclinaison du disque. Et avec ça, on peut essayer de s'amuser pour essayer de faire coller ça aux observations. Et donc, dans 3 générations, on pourra peut-être vous dire si c'est ça ou pas les phénomènes. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai été un peu long. C'était long, hein.